Donc toujours sur le logo, je reprends. Le logo peut effectivement être imprimé sur des fonds, hein, la logique entre l'arrière-plan, ici par exemple en blanc, ou ici l'arrière-plan de la couleur typique qui est donc celle de l'université. Et selon le cas de figure, hein, A, B ou C, il est indiqué de quelle façon il vaut mieux fonctionner. Sur fond blanc, on privilégie le logo dans sa version originale, parce que ça le préserve hein, d'une certaine manière, le fond blanc étant neutre. Euh, sur les fonds de couleur claire, préférez le logo dans sa version monochrome, noir, pour éviter la juxtaposition de couleurs, parce que vous avez des effets de couleurs parfois qui sont un peu pénibles. Et enfin, sur des teintes plus foncées, préférez le logo dans sa version monochrome blanc. Ici, puisque si le fond est très foncé, mieux vaut le mettre les polices, les lettres en clair. Donc on voit que, évidemment, vous vous dites à quoi ça me sert, moi je ne suis pas infographiste, dans quelle mesure cela me concerne-t-il? Eh bien, si vous fabriquez une affiche hein, dans le cadre de vos projets tutorés, si vous fabriquez donc un élément de communication qui nécessairement, au titre de l'université, mentionnera le logo, encore faut-il savoir comment il fonctionne et éviter des erreurs de débutants. D'ailleurs, à ce sujet, on verra comment la précédente charte graphique de l'université euh, Paris-Est Marne-la-Vallée faisait en sorte de montrer les erreurs les plus communes. Alors, vous voyez, hein, les interdits, hein, on les donne ici. Hein, interdit d'incliner le logo, de le déformer. Hein, on voit bien très souvent, lorsqu'on utilise des images, les gens ne font pas attention. Les logos se retrouvent plus ou moins stretchés, c'est-à-dire tiraillés, distordus. Modifier les couleurs, hein, retirer des éléments. On oublie par exemple ici on met pas université, on dit bah oui tout le monde sait ce que c'est, mais non. Utiliser une typo non conforme, hein, donc si on change la, la- la- la police de caractère, un nouveau principe d'endossement, on va voir ce que c'est les endossements, hein, c'est le fait de mettre côte à côte là, service de communication, c'est un des éléments de l'organisation, et donc si on l'adosse pas correctement, utiliser une version non lisible, hein, comme l'exemple est bien venu ici, puisqu'on voit bien de quelle façon le fond aurait nécessité de mettre des couleurs blanches pour être beaucoup plus lisible. Donc là, on a fait cet effort de mise en scène des cas de figure à éviter. Alors l'endossement, c'est pour dire de quelle manière on a des structures à l'intérieur de. Ça arrive dans beaucoup d'organisations, hein, d'avoir des filiales, d'avoir des composantes. Et donc on va par exemple ici prendre l'exemple de l'IFSTAR, qui est un des instituts de l'UPEM, ou alors de l'UPEM, et on va voir de quelle façon voilà, l'ESSIE ou le IVP, qui sont des écoles spécifiques, s'adossent, voilà, ils disent endosse, hein, donc se rattachent au logo général. De même ici, et pareil pour... moi je travaille à l'Institut francilien d'ingénierie de service, et donc en plus de l'IUT, il faut que je fasse attention à ne pas oublier la sous-structure, la sous-partie dans laquelle j'exerce. Alors, on donne donc trois niveaux d'endossement ici, hein, avec des niveaux plus ou moins emboîtés, qui correspondent à finalement des niveaux hiérarchiques de l'entreprise, ici de l'organisation, hein, niveau 4, multitutelle, hein, par exemple, lorsqu'on a plusieurs universités qui permettent à un laboratoire d'informatique d'exister, bien là, du coup, on est obligé de donner une place à notre structure principale, à l'organisation, à l'intérieur d'un ensemble d'autres organisations. Alors, vous trouverez donc aussi, et c'est intéressant de le voir, dans l'ancienne charte, hein, de la même manière, une explication très claire avec une réflexion aussi sur la composition de la trame. Hein. Donc l'arrière-plan, on voit les petits ronds ici, des lettres, qui étaient une des propriétés spécifiques de l'UPEM, dans laquelle moi j'ai commencé mon travail avant qu'elle ne mute en université Gustave Eiffel. Vous aviez aussi des éléments de signalétique hein, lorsqu'on le met pour baliser un trajectoire, par exemple. Hein, les signalétiques, c'est les panneaux. Et des versions avec le millimétrage, hein, avec dénomination. Et puis, lorsqu'on était un peu trop... On n'a pas de place, on va mettre juste une sorte de tout petit marqueur, comme ici, pour des choses qui font moins de 8 mm, hein, sans dénomination. Et donc on voit bien que la pensée du logo, si vous préférez, que font les graphistes, avec
avec ici encore une zone de protection. Je reprends un petit peu sur un autre exemple cette affaire-là. Donc la pensée des graphistes, elle est complètement associée avec des principes directeurs qui ensuite vont se décliner selon les cas de figure, noir et blanc, couleur, fond clair, fond foncé. Et pour vous, souvent, les logos, ça correspond surtout à des sortes de logiques de promotion dans lesquelles on est pour favoriser une marque. Mais en fait, c'est aussi un indicateur d'appartenance à une organisation. Lorsque vous avez une carte de visite, ça montre qui vous êtes. Et là, sur les manières de, de mal faire, hein, donc il y avait aussi de nombreux exemples dans lesquels on disait voilà, il ne faut pas que ça soit mis de côté, il ne faut pas que ça soit une couleur fausse. Donc ça reprend les erreurs de l'autre charte en augmentant un petit peu, puisque les principes d'endossement non respectés, qui étaient la mauvaise association, par exemple l'IUT Marne-la-Vallée ici, bah, c'était pas le bon association de logos, puisqu'il y a deux logos en fait, l'un dans l'autre, l'IUT et l'UPM. Donc c'est bien ça qu'il est essentiel d'harmoniser. Alors oui, l'univers de marque, hein, on est étonné quand même aujourd'hui de constater que la logique de notoriété et un petit peu de marketing hein, euh, atteint toutes les organisations, y compris publiques, comme l'université où nous sommes, avec l'idée d'une signature institutionnelle, de couleur d'accompagnement. Donc là, ça reprend hein, effectivement une sorte d'univers de la marque, avec ce slogan qui était celui de voilà, mise en commun en anglais, Learn, Invent, Understand, et aussi de la même manière différentes typographies selon le support web, édition ou bureautique. Bureautique sous-entendu le papier, hein, lorsqu'il n'y a pas de typographie, vous êtes sur un PowerPoint, il n'y a pas la bonne typo. Donc on avait aussi là une logique tout à fait organisée sur les polices, les couleurs d'accompagnement qui étaient autorisées, hein, plus ou moins favorisées, puisque une couleur en dégradé, pour des affiches et des différents types de supports. On va le voir des plaquettes par exemple. La trame illustrative que nous avions qui se dégradait, qui était donc qui permettait de passer du blanc à la couleur pleine. Et puis l'architecture de marque, hein, c'est-à-dire les composantes, les unités de recherche, les cosignatures, hein, c'est cette affaire hein, l'endossement dont on a parlé juste avant, qui permet de rattacher des composants. Donc on est vraiment dans la même logique, hein, puisque dans les deux cas c'est la même organisation. Mais je vais vous donner un autre exemple un peu différent avant de passer sur des éléments plus pratiques des organisations qui communiquent avec des devis, des messages, des lettres, des courriers, etc., qui tous respectent la charte graphique. Permettre que vous compreniez que cette logique n'est pas uniquement celle de l'université. J'ai pris une charte, celle d'un groupe de charpentiers bâtisseurs, le groupe Volet. Donc vous voyez effectivement le logo s'afficher avec l'intitulé du groupe et son métier. Hein. Ce sont des charpentiers, des bâtisseurs. Nous voyons aussi un petit personnage apparaître que vous reconnaissez peut-être, Pinocchio. Alors là, de la même façon, vous voyez qu'une entreprise s'est donné les moyens de faire respecter par tous ses employés les mêmes codes visuels pour transmettre des messages. Et donc c'est le même principe, hein, qui permet effectivement aussi de décliner des sous-parties si vous avez un certain nombre de partenaires ou de composantes, hein, de la même manière qu'on avait vu l'endossement tout à l'heure. Donc, on vous explique un peu l'histoire de l'entreprise. Alors, évidemment, ça peut vous paraître lointain, mais typiquement, si vous allez postuler dans une entreprise, c'est intéressant de connaître tous les éléments par lesquels elle se caractérise, par lesquels elle s'affirme, elle se manifeste aux autres. Et ici, on distingue le sigle, hein, donc juste le symbole, ce que précédemment on appelait le symbole. Et c'est un sigle parce que on voit le mot V, hein, donc on est comme lorsque l'on fait un acronyme, hein, vous voyez, SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, et puis le logotype qui lui prend en compte tous les éléments de langage, le texte qui va avec. Et puis il y a une petite variante, soit vous l'avez avec le groupe Volet sur la droite, ou avec un alignement symétrique qui peut être utile dans certains cas. Alors, on vous explique, hein, le V de Volet est représenté par un carré symbolisant par l'emboîtement de ces diverses parties l'activité principale de l'entreprise, soit la construction. Hein. Donc il y a bien, vous voyez, un jeu de construction, ça a été emboîté ici,
Ce sont des bâtisseurs, des charpentiers, ils assemblent, ils mettent des éléments en commun, et c'est ainsi qu'ils ont choisi ce logo. Une partie de la lettre est mise en avant, et on explique que ceci peut être utilisé sans la partie typographique, c'est-à-dire tout seul, comme un sigle. La typographie, hein, on se justifie que les accents ont été volontairement supprimés sur les capitales pour éviter euh, une lecture biaisée, par style, un souci de forme. Et la baseline, hein, c'est-à-dire le slogan charpentier bâtisseur. La baseline, c'est en anglais, ça veut dire la ligne de base, hein, c'est-à-dire en français, on dirait le slogan ou l'affirmation euh, langagière principale. Donc on vous dit aussi qu'il existe une certaine police dite corporate qui est utilisée, qui est recommandée, et dans certains cas on peut la substituer avec la police Rotis Semi-Cerise, font à empattement plus agréable à la lecture. On vous analyse le logo avec sa zone non imprimable, hein, ce qu'on appelait la zone de dégagement précédemment. Et on vous explique un peu les éléments par lesquels justement on peut la repérer en quadrichromie, hein, donc souvenez-vous, magenta, cyan, jaune, noir. Donc là on a les chiffres qui correspondent à chaque couleur et ça permet de l'imprimer en noir et blanc ou en couleur. Donc ces références sont utiles pour aller dans Photoshop, hein, vous avez un spectre de couleurs, une palette de couleurs avec les pantones que vous pouvez sélectionner dans Photoshop par exemple. Et vous avez la version en positif ou en négatif, hein, selon que l'on choisit de mettre les couleurs, l'accent sur l'arrière-plan ou sur le premier plan. Là, on voit que les lettres sont blanches, elles n'ont pas de couleur. Un blanc et le noir ne sont pas une couleur, enfin, au niveau physique. Mais en tout cas, ici, c'est inversé, c'est ce qu'on appelle le négatif. Donc ça permet de préserver la cohérence. Donc on vous explique tout cela avec aussi là les cas à éviter, d'usage malencontreux, décommandé. Et on a un petit personnage qui est une sorte de mascotte qui symbolise la marque, hein, le Pinocchio, qu'ils ont choisi de, disons, de créer pour. Alors là, on peut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on crée un petit personnage pour symboliser une structure? Pensez pour l'IUT et le département GEA à GG, le lion GG, qui est un peu l'équivalent, hein, et qui assure une relation un peu plus, disons, personnalisée, au sens où ce n'est plus une structure institutionnelle avec son sigle, mais il y a une sorte d'incarnation, hein, un petit personnage qui est plus proche de nous. Hein. Donc là, on l'a en couleur, on l'a en noir et blanc, et puis on l'a presque en nuance de gris, tramé, hein, c'est-à-dire comme si c'était un arrière-plan, vous pouvez imaginer une lettre avec cette trame derrière, et donc qui indique aussi un élément de l'entreprise, de sa culture, parce que Pinocchio, on le sait, hein, c'est un petit personnage qui a été inventé par un charpentier qui lui donne vie, et il ne s'agit pas de dire qu'on va vous mentir, mais au contraire qu'on donne vie aux objets que vous fabriquez. Le portrait de Pinocchio dans un cercle avec le pouce levé, donc symbole d'un label qualité volé, hein, ils garantissent une certaine réalisation et son utilisation permet finalement d'avoir tout un tas de supports, papiers commerciaux, annonces presse, cartes de vœux, qui valorisent l'activité de l'entreprise et qui rapproche du client, puisque finalement ça permet de faire aussi peut-être d'imprimer des t-shirts, de donner vie à ce qu'on appelle des produits dérivés, ce qui est vraiment très utile pour favoriser une bonne image. On le voit d'ailleurs à l'œuvre avec des petites situations où il coupe, il est là. Donc ça peut être un personnage qui peut servir pour des promotions, pour des situations intéressantes commercialement. Donc la mascotte, soit le Pinocchio en couleur, et dans son entièreté, se décline en trois positions, l'accueil, le travail et la détente. Accueil, bonjour, travail, détente. Voilà, ça c'est les trois positions. Alors les applications, hein, on le voit ici dans des exemples de production de support, oriflamme, hein, on pense au Moyen Âge. Exemple de bâche, hein, imaginez un grand chantier sur lequel on va mettre, pour expliquer qu'on est ici en train de travailler, une sorte de voile qui indique un support par exemple dans un salon d'exposants, ça peut être utile, ou un t-shirt. Donc on a tout
c'est un ensemble de lieux et d'objets sur lesquels le logo va s'imprimer, et y compris les voitures, hein, vous voyez, on n'y pense pas, mais là, ce sont des gens qui circulent et qui donc, quelque part, véhiculent, c'est qu'à de le dire, transportent l'image de l'entreprise en permanence, et cela va donner une bonne visibilité et aussi marquer, pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, hein, on pense qu'on est dans la communication des organisations, donc si je suis un salarié et que je pilote ce véhicule, et que j'ai en plus une tenue avec le sigle sur un écusson, et on voit bien qu'il y a une sorte de sérieux, une véritable organisation qui dépasse la simple efficacité du travail, mais qui montre que l'entreprise volée a pensé à la cohérence de sa présentation au public. Le numéro de téléphone existe, hein, donc là on est sur une entreprise suisse, hein, .ch. Les applications du groupe Volé. Alors là on rentre dans la papeterie, hein, donc ça c'est important parce que nous avons un ensemble de documents qui circulent dans l'entreprise vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et donc, typiquement vers l'extérieur, la carte de visite, qui permet, voilà, lorsque vous allez visiter des gens, lorsque vous rencontrez un interlocuteur qui s'intéresse à votre fonction dans l'entreprise plus tard pour vous recontacter. Par exemple, moi je suis chercheur, j'ai une carte de visite pour nouer des partenariats, démarcher des entreprises, rencontrer des tuteurs d'entreprise. Par exemple, si vous êtes demain en entreprise et que je visite, ça montre le sérieux de ma position et le respect de mon interlocuteur. Et on voit le dos ici de la carte, hein, qui est en fait une partie de la trame de l'université Gustave Eiffel, qui n'est pas cadrée de la même manière, hein, c'est un choix artistique, et qui permet aussi de singulariser la carte de visite, puisqu'on remarquera, lorsqu'elle est retournée, on remarquera la couleur et puis une sorte de forme géométrique mystérieuse qui peut permettre de s'en souvenir. Alors, les lettres, donc évidemment, le courrier est très important, hein, c'est parce qu'on est à l'heure du numérique que le courrier ne continue pas à circuler, bien au contraire. Les lettres font l'objet d'une très précise organisation, hein, avec l'entête, avec l'adresse, l'objet, madame, monsieur. Alors vous verrez dans toutes les chartes graphiques, hein, les textes ne sont pas mis en français, ils sont mis dans un latin particulier qui est celui des graphistes, qui permet de fixer de nombreuses cas de figure, et qui en fait a un petit peu, qui évite aussi de se déconcentrer pour voir uniquement la forme. Avec ici la signature, Jean Durand, responsable RH, responsable des ressources humaines, donc téléphone fixe, téléphone portable, et en bas l'adresse, avec donc le nom du site. Donc ça c'est de la papeterie, et on voit que dans beaucoup de cas, les organisations ont une papeterie commandée avec déjà le logo, hein, qui est là, qui est présent. Ça permet d'authentifier aussi, de montrer qu'on est bien sur un document officiel de l'entreprise ou de l'organisation. Des cartes de correspondance, hein, par exemple pour souhaiter une bonne année, pour transmettre un devis, éviter d'écrire une longue lettre, même des enveloppes qui prouvent aussi d'où provient le courrier, hein, lorsque vous recevez aussi des factures, vous voyez le logo, et bien c'est de la même façon. Et les communiqués de presse, qui ici hein, sont standardisés, hein, puisque là on est dans les normes, hein, on est dans la façon dont la charte graphique fixe un certain nombre de normes. Donc le communiqué de presse qui va nous permettre de passer sur la deuxième partie du cours autour des documents officiels transmis donc aux médias, à la presse, mais aussi aux médias, radio, télévision, site web, et qui donne un caractère très officiel, là encore, à la correspondance. Hein, de la même manière, nous avions ici sur la charte de la précédente université d'autres indications comme la distance du logo et l'alignement correct, des éléments que vous voyez aussi en bas, hein, pardon, je grossis, où est-ce qu'on place l'adresse, le SIRET, qui est donc l'indication, et le code APE, que vous connaissez en GEA, puisque les entreprises ont cela, les universités aussi, toutes les organisations qui ont une existence juridique et comptable, bien sûr. Pour la papeterie, donc un ensemble hein, de recommandations. On a vu que ça a un peu changé hein, par rapport à la logique de la nouvelle université qui décide d'être alignée.
c'est un choix, mais c'est un choix qui est posé une fois pour toutes et qui perdure jusqu'à la transformation, comme c'est le cas ici, ou à la disparition de la structure. Alors, il existe parfois des refontes de chartes graphiques, comme une entreprise comme par exemple Renault, un jour a décidé de changer le logo et puis de le moderniser. La SNCF aussi, de grandes structures, régulièrement font peau neuve, mais il y a une histoire avant, donc on ne peut pas complètement changer. Et vous pourrez vous intéresser au cas de structures qui sont restées, contrairement à l'université Gustave Eiffel, qui change complètement de nom et donc de logo. Mais si on fait une refonte de charte graphique, on va essayer de garder quand même une histoire en continuité avec la précédente version. Voilà, donc là, vous avez aussi les éléments de la carte de visite, avec des exemples différents selon qu'on s'endosse, c'est-à-dire qu'on appartient à une autre structure ou pas. Les carnets de correspondance, les cartes de correspondance aussi. Voilà, on est sur les mêmes logiques avec y compris les télécopies. Alors les fax, hein, la télécopie c'est le mot pour dire fax. Donc on est en communication, tous les moyens de communication nous intéressent. Les fax sont importants dans l'entreprise puisqu'ils permettent directement de téléphone à téléphone de transférer des informations et d'imprimer à distance, et ça garantit, contrairement au mail, on peut toujours se faire pirater par quelqu'un, le fax a une sorte aussi de sécurité pour vérifier qui l'a envoyé. Et donc lorsque vous demandez un devis, que vous souhaitez recevoir une commande, très souvent le fax est utilisé, faxez-moi cela, et voilà. Donc ici des invitations, un carton d'invitation, et d'autres documents institutionnels qui peuvent être le tampon, hein, lorsqu'on tamponne, voilà, ils respectent la charte graphique parce que c'est aussi réalisé de manière à correspondre, hein, y compris le tampon circulaire de la bibliothèque. Et puis, alors là, le rôle du tampon, vous le savez, hein, est important puisque on peut difficilement imiter un tampon, ça demande de gros moyens. Donc le tampon est un élément très authentifiant, d'officialisation, qui garantit. Là encore, un communiqué de presse, hein, donc une annonce officielle faite par l'organisation en direction de ses partenaires médiatiques et même en général de tous ceux qui s'intéressent à l'université, hein. Le communiqué de presse n'est pas réservé à l'université, n'est pas réservé aux journaux ou aux médias, il peut être aussi adressé à des partenaires ou même sur son propre site web, on peut faire un communiqué de presse. On va passer maintenant aux aspects bureautiques, hein. Donc, vous voyez que là, sur les mails d'une entreprise, c'est intéressant de constater qu'il y a aussi utilité à normaliser la signature, prénom, nom, et la façon dont sont indiquées la composante, l'adresse, etc. Donc, ceci est pensé pour que on ait aussi un bandeau de mail, par exemple, si le service de communication transfère une circulaire c'est un document qui est envoyé à tout le monde. Sur le site web, on avait aussi une charte complète du site web qui existe toujours, vous pouvez le vérifier, avec certains menus et certaines organisations de rubriques qui donnent une bonne cohérence visuelle. Les supports multimédia, donc ici vous avez comment s'organisent les menus déroulants et d'autres principes de bas de page pour que voilà, le site web lui-même a une charte, on ne peut pas faire un site n'importe comment. Donc ça c'est une réflexion que les graphistes font avec l'organisation, hein, et c'est un travail très important qui permet aussi de personnaliser, hein. Donc par exemple, lorsque vous avez certains sites, hein, qui sont particuliers, des sous-sites, hein, le site de l'IFIS à l'intérieur de l'UPEM, et ben certains vont se distinguer avec une couleur un peu différente, mais l'organisation générale de l'information reste la même. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. On est toujours dans une cohérence, y compris sur le diaporama. Par exemple, lorsque quelqu'un est envoyé par l'organisation, l'entreprise pour faire une présentation publique, on pourrait se dire, ah bah, il fait son diaporama dans son coin. Bah non, il est important qu'il prenne le diaporama dans les ressources de l'entreprise, en général dans l'intranet, qu'il le télécharge et puis qu'il respecte euh, celui-ci pour insérer ses contenus. Hein, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai travaillé une partie de l'après-midi sur un diaporama de l'IHEST, Institut des hautes études en sciences et technologies, et j'ai fait en sorte de garantir la cohérence de l'ensemble.
me suis déconnecté, ça marche pas. On revient sur la charte graphique appliquée à la papeterie, hein. Juste avant, je parlais du diaporama. Pour ce qui est du groupe volet, hein, on a aussi un ensemble de papeterie qui rappelle hein, tout ce qu'ils font, hein, charpente, ossature en bois, escalier, plafond, etc., qui est mis sur le côté des lettres, avec des papiers commerciaux, avec aussi, donc là vous voyez en trame, le Pinocchio. Donc on a une pensée de la communication générale très importante, hein. Et puis si vous faites un panneau, hein, par exemple, voilà, le slogan proche, fiable, flexible, complet, c'est quasiment une publicité ici, hein, vous devez penser à mettre en place l'intégralité de ces éléments et ça permet en fait de décliner sous différentes axes. Alors comme il y a des filiales, hein, Volet, Lacroix, Jotran, Kurt, qui sont des entreprises rattachées à Volet, eh bien on peut décliner sur le papier. Voilà pour ce qui en arrive. Vous voyez aussi un QR code qui est indiqué. Alors attention au QR code, j'ai vu des étudiants qui faisaient l'erreur, sous prétexte qu'ils mettaient un QR code, de ne pas marquer ce dont il s'agissait. On n'a pas un smartphone dans la tête, donc c'est pas parce que vous utilisez un QR code qu'il faut oublier d'indiquer ce dont il s'agit. Et par exemple, pour un site web, il faut marquer le site web. Les gens se souviendront du site groupe-volet.ch et ils ne se souviendront pas de la forme du QR code, bien sûr. Donc quand vous rentrez dans une entreprise, évidemment, il y a des conséquences, hein. Vous rentrez comme nouveau membre, vous devez essayer de comprendre la charte graphique et à chaque fois que vous faites une communication externe, il est essentiel que vous soyez au point, que vous utilisiez les bons éléments. De la même manière, lorsque les services communiquent ensemble, hein, donc ce qu'on appelle la communication interne, interservice, le service compta envoie un message au service juridique, eh bien, on peut utiliser aussi ces éléments ou entre composantes, hein, je sais pas, le laboratoire d'analyse comparée des pouvoirs écrit à l'IUT, chacun s'affirme, même si on est dans la même structure. Vous avez une production d'un certain nombre de documents, hein, qui peuvent être des brochures d'information, qui peuvent être des catalogues de formation, qui peuvent être aussi des grandes affiches hein, qui permettent de signaler un bâtiment, de faire circuler les gens. Donc vous avez des formats qui sont indiqués, hein, des formats pour des grandes affiches, ou encore pour même des chemises, des dossiers de présentation, des rapports, voilà, qui sont du coup quasiment des journaux organisés avec une charte. Hein. Si vous faites le journal interne de l'entreprise, vous avez besoin de respecter la charte graphique de l'entreprise puisque tout le monde la reconnaîtra lorsque le journal interne, hein, imaginez que ça c'est un journal qui explique l'actualité. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations ont un journal interne qui paraît tous les 3 mois, tous les 2 mois, rarement tous les mois, et qui donne un peu un aperçu de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise pour tous les salariés. Eh bien, c'est important de le respecter. Bon, ici, vous avez un exemple de mise en œuvre d'affiches très précise, et ensuite de signalétique. Hein, la signalétique, tout ce qui permet de circuler dans un bâtiment, de pouvoir voir voilà, comment sont indiqués le nom des bâtiments, le nom des bureaux, voilà ici l'exemple où est l'organe des directions de ressources humaines, le service de l'informatique, et puis les signalétiques, c'est ce qui indique par exemple au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième, comment se positionne chaque salle. Vous faites un événement, on parle souvent de communication événementielle, vous réalisez un événement, et bien vous pouvez bien sûr créer des banderoles, des kakémonos. Alors la banderole, elle est horizontale, le kakémono est vertical, et vous avez tout lieu d'utiliser. Là on a plusieurs usages du logo de l'UPEM qui fonctionne bien. Et enfin on termine sur les objets promotionnels à l'américaine, mais qui sont un peu des classiques hein, pour les visiteurs ou pour fêter des partenariats, la casquette, le stylo, le sac, le sweatshirt. Et à la fin de cette charte graphique, ils ont fait l'effort de mettre un lexique. Endossement, principe graphique permettant de montrer l'appartenance d'une structure. Encart, feuille ou cahier inséré entre des feuilles d'un livre ou d'une revue. Identité visuelle. Alors là, vous voyez, parmi les différents moyens de représentation d'une image de marque, les principaux sont ceux liés à la visualisation de la marque par un logo et la définition d'un univers de marque. Un univers visuel. L'identification visuelle s'effectue à travers le logotype et l'univers de marque. Donc tout ce
tous ces mots, hein, acronymes, hein, sigles, qui se prononcent comme un mot. Hein, la FNAC, l'UNESCO. Vous avez, si vous ne connaissez pas ces mots, la fonte c'est le police de caractère, c'est que ça vous est étranger, c'est normal, vous êtes là pour apprendre, mais c'est un peu tout le vocabulaire professionnel de la charte graphique qui est utilisé par les infographistes, mais aussi par les imprimeurs. Hein. Moi, j'ai travaillé en imprimerie, le chromalin, j'ai fait des chromalins qui étaient un document qui permettait de vérifier la qualité de la photogravure pour imprimer, les capitales, la composition, le corde, hein, la taille du caractère pour les polices. Et donc tout ceci peut vous paraître un petit peu éloigné hein, de vos intérêts, mais on estime dans le monde de l'entreprise que vous avez une culture un petit peu de chaque domaine, culture du fonctionnement, de la communication. Et donc je vous invite à plonger dans ce petit lexique pour découvrir les mots que vous ne comprenez pas ou tous ceux que vous ne savez pas, puisque nous avons un jeu ensemble depuis le début de l'année là-dessus, à rajouter les mots que vous découvrez au fur et à mesure. Alors la charte graphique plus récente donc de l'université UPM, hein, elle aussi reprend la même chose avec la signature pour les mails, d'une manière un peu moins développée, hein, ils ont été un peu plus sobres, mais on voit aussi la notion de principe graphique qui s'applique là, avec cette histoire de trame et de motif. Hein. Vous voyez qu'on peut adapter le motif d'une façon assez variée, qui permet en fait d'avoir, c'est une autre approche stylistique, hein, ils ont choisi un certain style, qui permet d'avoir une sorte de signature visuelle grâce à cette logique de forme géométrique similaire partout, le motif récurrent. Donc là, vous avez des mises en œuvre avec des décompositions entre des passages de texte et d'images, hein, puisque dans la plupart des documents, il y a du texte et parfois de l'image. Et donc il faut songer à ça. Et là, on a toute une logique intelligente et intéressante qui est détaillée avec hein, une composition avec une photo, deux photos, trois photos, ou une forme graphique uniquement. Vous faites une affiche, alors ça, vous voyez hein, ici une affiche qui est sur un fond rouge, hein, un festival qui donne envie puisque les couleurs sont plutôt vives. On comprend ici que là, les formes sont tout de suite marquant l'appartenance à l'université ou un jeu ou un débat, un colloque, journée de recherche, management et société, participation ou exclusion. On voit comment finalement a été pensé tous les usages futurs pour les différentes situations et les différents, disons, temps forts de l'organisation. Hein, les affiches, les colloques, les plaquettes promotionnelles, guides des étudiants, les kakémonos, hein, donc on l'a dit, les kakémonos c'est un nom qui vient de l'Asie pour dire les affiches verticales, les PowerPoint, on reprend le PowerPoint donc avec la nécessité d'aller chercher le PowerPoint spécifique de l'entreprise, surtout si on va la représenter à l'extérieur, hein, c'est ça qui est important, parce que vous êtes en mission à l'extérieur. Les goodies qui ont changé, hein, de nouveaux goodies un peu plus artistiques, puisque vous voyez, dès qu'on a de la géométrie, on a de l'abstraction, et avec l'abstraction, là ici ils ont fait un jeu de couleurs qui donne un caractère assez artistique au sac promotionnel, idem, la tasse de l'université, le goodies, le produit dérivé, pourrait-on dire. Voilà pour ce qui est de la charte graphique ancienne et nouvelle de l'université. Vous voyez que la nouvelle n'a pas le lexique, hein, donc ce lexique est intéressant, je vous invite à le regarder. Et pour l'exemple de charte graphique qu'on avait, eh bien, vous les avez toutes, bien sûr, sur le support intranet qui vous permet de découvrir ce cours. Alors, pour les organisations, la charte graphique, évidemment, elle est unificatrice, elle est standardisée et elle est souvent oubliée par beaucoup de personnes qui, au quotidien, vous voyez, veulent se libérer de ces contraintes. On se dit, ah bah oui, j'ai plus de papier, je vais l'imprimer moi-même. Donc les services de communication, la plupart du temps, font la police hein, pour vérifier que tout le monde utilise la charte graphique, parce que c'est une question de cohérence. Hein. Si on voit une personne salariée d'une organisation qui se promène avec un papier un peu avec une en-tête banalisée qui n'est pas celle de l'entreprise, on estime que c'est un manque de sérieux. Chacun devient l'ambassadeur visuel de l'entreprise. On l'a vu avec, les
comment dire, les voitures et un certain nombre de peut-être d'uniformes ou des écussons ou les cartes de visite. Voilà, donc on est au cœur de la culture d'entreprise dans cette affaire-là. On est vraiment dans ce qui fournit pour tout un chacun la garantie que nous sommes membres du du même collectif. Et lorsque vous avez un salon professionnel, on en parlait l'autre fois, hein, lorsque vous avez un événement, c'est là vraiment où, la plupart du temps, il y a une débauche de moyens graphiques qui sont tous coûteux, hein. Il faut penser à imprimer, il faut penser à donc tous ces affiches, ces kakémonos, ces bandeaux qui vont devoir être imprimés. Et lorsque vous avez des sponsors, ça c'est très important, des mécènes, des personnes, des partenaires qui veulent aussi que leur logo à eux soit euh, présent lors de votre manifestation, de votre événement, ou par exemple pour un livre que vous éditez tous ensemble, on aura les logos des partenaires. Il est essentiel que vous sachiez récupérer un logo correctement, c'est-à-dire sans aller faire typiquement ce que font beaucoup de personnes, hein, lorsque elles sont ils ont un petit peu embêté parce qu'on se dit ah, t'as le logo de cette structure, oui oui, on va aller le voir sur internet. Et puis ce qu'on fait, c'est que on regarde et puis on fait peut-être une capture d'écran et on récupère ça. Mais si c'est fait pour être imprimé à très grande taille, on va se retrouver avec des logos pixelisés, des logos dégradés. Ou alors on va avoir une mauvaise version du logo parce qu'on est allé, on n'a pas vérifié que c'était la dernière version. Et ça contrarie énormément évidemment les partenaires, hein. Donc il faut être extrêmement attentif euh, à comment dire, à la valorisation des logos des partenaires et au fait de ne pas les oublier, hein. Très souvent on les oublie, on le fait ça un peu au dernier moment, hein. Vous avez des actions de communication à faire, des messages à faire et vous devez impérativement penser lorsque vous rentrez en négociation avec un partenaire à dire est-ce que vous souhaitez que votre logo apparaisse, sur quel support c'est possible, mais n'annoncez pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous dites on va mettre votre Pinocchio parce que vous êtes notre partenaire, que vous avez donné 500 euros pour réaliser un événement ou pour participer à une action tutorée, ben, le Pinocchio, si vous dites oui, on l'aura en 2 mètres sur 4, il va falloir financer ça, hein. Donc il va falloir penser aux frais d'impression, à faire un peu des requêtes auprès des imprimeurs pour dire si on fait ça en 2 mètres sur 2, c'est ce qu'on a promis contre les 500 euros. Si ça coûte 600 euros, ben finalement, vous avez très mal négocié, vous allez perdre de l'argent à créer, à respecter votre engagement de faire figurer la mascotte de votre partenaire en très grand le jour de votre événement. Ça, c'est des choses qu'on anticipe. Très souvent, la communication événementielle réunit des soutiens. Ça peut être la mairie de Meaux, ça peut être l'université, bien sûr. Donc, veillez à les respecter dans leur identité graphique, dans leur identité visuelle. Parce que pour vous, c'est peut-être un peu secondaire, mais si vous avez un représentant de l'université qui vient le jour venu et qui est membre du service de communication et qu'il voit le logo dégradé ou mal imprimé ou avec un fond qui ne correspond pas aux consignes, il estimera que il y a une atteinte à la qualité de la représentation de l'université, que vous gâchez la confiance qu'on vous accorde, puisque vous êtes quand même très souvent amené à prendre part à des actions où vous êtes l'université, vous êtes les étudiants. Alors vous avez le droit à l'erreur, évidemment, en tant qu'étudiant, mais le but c'est de se perfectionner et d'être le plus proche possible d'une grande qualité de réalisation. Euh, de façon générale, tout le monde est un peu sensible, hein. C'est comme quand on écorche son nom, si je vous appelle autrement ou que je prononce mal votre nom, bon, ça blesse un petit peu l'ego, donc c'est un peu la même chose pour les organisations. Tout le monde se fédère derrière son logo, qui vient un petit peu, qui fait partie de vraiment des biens communs de l'organisation. Et lorsqu'on réfléchit, on voit beaucoup, nous, en tant que consommateurs, la force des logotypes qui se réalisent à travers les campagnes publicitaires, qui est très très, disons, on matraque un petit peu souvent
de logo l'ensemble des messages publicitaires, et puis à la fin, on met en œuvre peut-être parfois des slogans ou une mélodie particulière lorsqu'on est en vidéo pour souligner qui est l'émetteur du message. Donc c'est vraiment l'authentification, j'en ai parlé plusieurs fois, l'authentification de qui parle, hein, d'où vient le message, qui a émis cette information, et c'est un petit peu le tampon hein, de l'organisation qui vérifie cela. Donc la sensibilité de ce côté-là est à préserver. D'autre part, un problème souvent qui intervient, donc là je suis un peu dans les considérations pratiques, c'est que vous ne pouvez pas non plus utiliser le logo de l'université pour faire n'importe quoi. Par exemple, si vous décidez de faire un jeu concours en disant qu'on va gagner peut-être un animal exotique amusant pour vous, et que vous mettez le logo de l'université et que ça fonctionne, eh bien figurez-vous que tout le monde aura l'impression que c'est l'université qui a organisé ce concours. Et imaginez que l'animal exotique est interdit de commerce, et que sans le savoir, parce que vous le trouviez très joli, vous faites un acte illégal. Eh bien, dans les journaux ou pour l'extérieur, pour les gens, cette erreur viendra de l'université. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que quand vous utilisez la signature visuelle, le logo, et donc la marque de l'organisation, quelle qu'elle soit, entreprise, association, collectivité locale, université, etc., vous devez être conscient que vous avez utilisé un élément officiel. Et donc, si vous faites une soirée clandestine avec le logo de l'université, ou si vous lancez une opération avec le logo, mais sans avoir la validation de l'université, on pourra vous en faire reproche. On pourra vous dire, vous avez utilisé la notoriété de notre image de marque, vous avez finalement détourné notre logo pour une activité que nous n'avions pas voulu et pour laquelle nous n'étions pas d'accord. Autrement dit, il faudrait un petit peu mettre les deux cas de figure. Soit vous utilisez un logo exagérément, et dans ce cas-là, attention de vérifier que vous avez le droit de l'utiliser. Soit vous ne l'utilisez pas du tout, et dans ce cas-là, on peut aussi vous reprocher de faire de la communication en oubliant de mettre ce qui est l'identité de la structure. Donc dans les deux cas, vous avez à faire attention. Est-ce que je suis autorisé à l'utiliser? Et est-ce que je n'ai pas oublié de le mettre parce que ça contrarierait finalement la logique de communication qui a lieu. Pensez bien, lorsque vous avez 300, 500 salariés, 1000, 1500 ou 50 000 étudiants, vous avez énormément d'activités, énormément d'initiatives, beaucoup de communication externe, beaucoup d'éléments qui circulent. Et donc, entre les sites web, entre les annonces, etc., et je vais donner le cours juste après sur le communiqué de presse, on comprend bien qu'il faut veiller à la cohérence de ces signaux, puisque dans la société, vous avez de nombreuses organisations qui toutes communiquent vers l'extérieur. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas de confusion entre, par exemple, l'UPEC, à un moment, l'Université Paris-Est Créteil, et l'UPEM, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. On avait une proximité de sigles, il n'y avait que la dernière lettre qui changeait, il était très important qu'on ne les confonde pas. C'est donc à l'heure de la communication généralisée, tout azimut, où tout le monde parle et tout le monde envoie des messages visuels et de différentes natures, audiovisuels même souvent, vidéo, que l'on a un intérêt important à ce que, par exemple, on pourrait imaginer pour cette vidéo, est-ce qu'il y a un petit logo en haut à gauche, marqué UPM, estampillé, contenu officiel. Mais ces vidéos qui sont des cours, hein, que je n'ai pas fait relire, revérifier par le service de communication, je décide de les transférer dans le cadre de mon enseignement distanciel, de manière localisée, temporaire. Et l'année prochaine, ce cours, je l'adapterai et il sera différent. Mais si j'en faisais une chaîne officielle de l'université, il est bien évident que je devrais veiller à avoir une trademark hein, en anglais, c'est-à-dire une image apparente de ma marque, donc un logotype, et c'est ainsi qu'on doit réfléchir au message de communication et à ce qu'il comporte comme élément marquant l'émetteur, ce qui permettra au récepteur de bien comprendre qui a parlé, que c'est bien cette organisation et pas une autre.
Voilà, je vous remercie et la suite du cours arrive sur les communiqués de presse. Merci beaucoup. J'invite d'ailleurs chacun à reprendre ces 3 documents et à comprendre de quelle façon, lorsque vous rentrerez dans une entreprise, pour la première fois, eh bien, vous avez intérêt à prendre l'habitude de repérer tout ce qui concerne la charte graphique, ce qui prouvera que vous êtes un professionnel des organisations de manière générale et que vous êtes capable finalement de devenir très rapidement un membre reconnu de la structure. Un membre qui sait utiliser les codes, les significations, les symboles euh, du collectif de travail auquel il appartient. Je vous remercie, à très vite.